Paul Gauguin a abandonné son travail d'employé de banque pour devenir peintre. En 1885, à l'âge de 37 ans, il fait ce premier autoportrait. Il a appris la peinture dans les musées en contemplant les tableaux des maîtres et au contact de ses amis, les impressionnistes. D'un jour à l'autre, Gauguin est passé d'un travail bien payé à la pauvreté absolue. Sa femme danoise le quitte et retourne avec leurs 5 enfants à Copenhague. Gauguin est de plus en plus écœuré par ses difficultés d'argent et par cette société industrielle qui, selon lui, est en train de détruire la terre. La vie dans les villes lui paraît absurde et inhumaine. Dès 1890, il songe à partir à Tahiti pour y commencer une nouvelle existence. Quant à moi, ma résolution est prise. Je vais aller dans quelque temps à Tahiti, une petite île de l'Océanie où la vie matérielle peut se passer d'argent. L'Occident est pourri en ce moment. Une terrible époque se prépare en Europe pour la génération qui vient. Le royaume de l'or. Tout est pourri, et les hommes, et les arts. Les Tahitiens, au contraire, heureux habitants des paradis ignorés de l'Océanie, ne connaissent de la vie que les douceurs. Pour eux, vivre, c'est chanter et aimer. Je vais aller à Tahiti et j'espère y finir mon existence. Le 4 avril 1891, Gauguin prend le bateau à Marseille et arrive à Papeete, la capitale de Tahiti, 2 mois plus tard. Il a 43 ans. Le 8 juin 1891, après 63 jours de traversées diverses, 63 jours pour moi de fiévreuse attente, d'impatiente rêverie vers la terre désirée, nous arrivons enfin à Tahiti. Le roi Pomaré mourut dans son palais. Pendant 2 jours, des chœurs chantaient, des cantiques de mort. J'ai cru entendre la sonate pathétique de Beethoven. Avec lui disparaissaient les derniers vestiges d'habitude maori. J'étais triste. Arriverai-je à retrouver une trace de ce passé si loin, si mystérieux? Le présent ne me disait rien qui vaille. Retrouver l'ancien foyer, raviver le feu au milieu de toutes ces cendres. La vie à Papeete me devint bien vite à charge. C'était l'Europe dont j'avais cru m'affranchir, sous les espèces aggravantes encore du snobisme colonial. Ce n'était pas ce que je venais chercher de si loin. Le rêve qui m'amenait à Tahiti était cruellement démenti par le présent. C'est le Tahiti d'autrefois que j'aimais. On comprendra aisément combien j'eus hâte de fuir la ville de Papeete, ses fonctionnaires, ses soldats, d'aller étudier et prouver enfin qu'en ce monde je n'étais rien. Un homme libre, un artiste. Ma détermination fut bientôt prise. Quitter au plus vite Papeete, m'éloigner du centre européen. Un officier de gendarmerie m'offrit gracieusement sa voiture et son cheval. Je partis un matin à la recherche de ma case. La route fut en somme assez vite faite. Toujours sur la droite, la mer, les récifs de corail et des nappes d'eau s'élevant parfois en fumée. À midi, nous arrivions au 45e kilomètre, le district de Mataia. Je visitais le district et je finis par trouver une assez belle case que le propriétaire me céda en location. Une case maori n'exile, ne retranche point l'individu de la vie, de l'espace, de l'infini. Cependant, je me sentais là bien seul.
J'allais ce soir-là fumer une cigarette sur le sable au bord de la mer. Le soleil rapidement descendu sur l'horizon était à demi caché déjà par l'île Moréa, que j'avais à ma droite. La nuit tomba vite. Moréa dormait. Silence d'une nuit tahitienne. Seuls les battements de mon cœur se faisaient entendre. Je pouvais dans mon sommeil m'imaginer l'espace au-dessus de ma tête. La voûte céleste, aucune prison où l'on étouffe. Ma case, c'était l'espace, la liberté. Je commençais à travailler. Notes et croquis de toutes sortes. Tout m'aveuglait, m'éblouissait dans le paysage, avec ses couleurs franches, ardentes. Je travaille de plus en plus, mais jusqu'à présent des études seulement, ou plutôt des documents qui s'accumulent. Pas encore un tableau, mais une foule de recherches qui peuvent être fructueuses. Beaucoup de documents qui me serviront pour longtemps. Que voulez-vous? Pas de mémoire. Et surtout la tête toujours ailleurs, perdue dans des rêveries sans fin. Dans les ruisseaux, des formes en or m'enchantaient. Pourquoi hésitais-je à faire couler sur ma toile tous ces torts et toute cette réjouissance de soleil? Voilà déjà 20 jours que je suis arrivé. J'ai déjà tant vu de nouveau que je suis troublé. Il me faudra encore quelque temps pour faire un bon tableau. Petit à petit, je m'y mets, en étudiant chaque jour un peu. Il me semble que tout ce trouble de la vie en Europe n'existe plus, et que demain toujours sera la même chose. Ainsi de suite, jusqu'à la fin. Mes voisins sont devenus pour moi presque des amis. Je m'habille, je mange comme eux. Quand je ne travaille pas, je partage leur vie d'indolence et de joie, avec de brusques passages de gravité. Mais la solitude m'était à charge. Je voyais bien les jeunes femmes à l'œil tranquille, de pures tahitiennes, et quelqu'une d'entre elles eût volontiers peut-être partagé ma vie. Je reçois pour la première fois une lettre de France. Je commençais à croire que tout le monde m'oubliait. Oui, je suis un peu seul, surtout maintenant où je suis à 45 kilomètres de la ville, sur le bord de la mer. Personne à qui causer art, ni même français. C'est le matin. Sur la mer, je vois une pirogue. Et dans la pirogue, une femme. Sur le bord, un homme presque nu. Tous les matins, le soleil se lève pour moi, comme pour tout le monde, serein. Je deviens insouciant, tranquille et aimant.
Chaque jour se fait meilleur pour moi. Je finis par comprendre la langue assez bien. Mon corps presque toujours nu ne craint plus le soleil. La civilisation s'en va petit à petit de moi et je commence à penser simplement. J'ai toutes les jouissances de la vie libre, animale et humaine. J'échappe au factice, entre dans la nature. Je suis un autre homme maintenant. Un sauvage. Un Maori. Pour chanter et causer, on s'assemble dans une sorte de case commune. On commence par une prière. Un vieillard la récite d'abord, consciencieusement, et toute l'assistance la reprend en refrain. Et puis on chante. D'autres fois, on conte des histoires pour rire. Voilà un peuple sage, pensais-je ce soir-là, en rentrant chez moi. Quand je me couche le soir, je me dis, voilà encore une journée de gagnée. Demain, je serai peut-être mort. Je suis assez content de mes derniers travaux. Et je sens que je commence à posséder le caractère océanien. Et je puis assurer que ce que je fais ici n'a été fait par personne et qu'on ne connaît pas en France cela. Tahiti n'est pas dénué de charme, et les femmes, à défaut de beauté proprement dite, ont un je ne sais quoi de pénétrant, de mystérieux à l'infini. Je suis en plein travail. Maintenant, je connais le sol, son odeur. Et les Tahitiens, que je fais d'une façon très énigmatique, n'en sont pas moins des Maoris. Et non des Orientaux, des Batignolles. Il m'a fallu presque 1 an pour arriver à le comprendre. J'ai trouvé une occasion pour envoyer 8 toiles en France. Naturellement, beaucoup de tableaux seront incompréhensibles. Mon nom d'artiste grandit tous les jours. Mais en attendant, je reste quelquefois 3 jours sans manger. Ce qui détruit non seulement ma santé, mais mon énergie. Je sais bien que l'on me comprendra de moins en moins. Qu'importe. Quoi qu'il en soit, je vous dis que j'arriverai à faire des choses de premier ordre. Quand je reçois une lettre de France, je respire toujours un peu. Voilà 6 mois que je ne parle pas. L'isolement le plus complet. Naturellement, pour la famille, je suis un monstre de ne pas gagner de l'argent. À notre époque, on estime que celui qui réussit. Depuis quelque temps, je m'étais assombri. Mon travail s'en ressentait. Je résolus de partir, d'entreprendre autour de l'île un voyage. Enfin, je partis. M'écartant du chemin qui borde la mer, je m'enfonce dans un fourré qui va assez loin dans la montagne. « Où vas-tu » me dit une belle Maori d'une 40aine d'années. « Je vais à Issia. » « Pourquoi faire ?» Je ne sais pas quelle idée me traversait la cervelle, je lui répondis « Pour chercher une femme. »« Tu en veux une ?»« Oui. »« Si tu veux, je vais t'en donner une, c'est ma fille. »« Est-elle jeune ?»« Oui. »« Est-elle jolie ?»« Oui. » Elle sortit un quart d'heure et rentra suivie d'une grande jeune fille, un petit paquet à la main. Quand elle fut assise près de moi, je lui fis quelques questions. « Tu n'as pas peur de moi ?»« Non. »« Veux-tu toujours habiter ma case ?»« Oui. »« Tu n'as jamais été malade ?»« Non. »
Ce fut tout. Et le cœur me battait. Je pris mon cheval et je montai. La jeune fille suivit derrière. La jeune mère, l'œil ému et humide, me dit « Tu es bon ?» Je répondis avec trouble « Oui. » « Tu rendras ma fille heureuse ?»« Oui. » « Dans 8 jours qu'elle revienne. Si elle n'est pas heureuse, elle te quittera. » Ma nouvelle femme était peu bavarde, mélancolique et moqueuse. Tous deux, nous nous observions. Elle était impénétrable. Je fus vite vaincu dans cette lutte. Une semaine se passa pendant laquelle je fus d'une enfance qui m'était inconnue. Je l'aimais et je lui dis ce qui la faisait sourire. Elle le savait bien. Elle semblait m'aimer et ne me disait point. Quelquefois la nuit, des éclairs sillonnaient l'or de la peau de Teamana. C'était tout. C'était beaucoup. Je me remis au travail et le bonheur succédait au bonheur. Chaque jour, au petit lever du soleil, la lumière était radieuse dans mon logis. L'or du visage de Teamana inondait tout l'alentour. Et tous deux, dans un ruisseau voisin, nous allions naturellement, simplement nous rafraîchir. Comme au paradis allait sans doute le premier homme et la première femme. Paradis tahitien. Nave, Fenoual. Élève de ce paradis se livre de plus en plus docile, aimante. Je suis embaumé d'elle. Noah. Elle me conduit ainsi, plus sûrement que par aucune autre méthode, à la pleine compréhension de sa race, par l'enseignement quotidien de la vie. Moi, je n'ai plus la conscience du jour et des heures, du mal et du bien. Tout est beau, tout est bien. D'instinct, quand je travaille, quand je rêve, Teamana se tait. Elle sait toujours quand il faut me parler sans me déranger. Conversation sur ce qui se fait en Europe, sur Dieu, les dieux. Je l'instruis, elle m'instruit. Le soir, au lit, nous avons de grands entretiens, longs et souvent très sérieux. Je cherche dans cette âme d'enfant les traces du passé lointain, bien mort socialement. Les dieux d'autrefois se sont gardés un asile dans la mémoire des femmes. Et c'est un émouvant et singulier spectacle que Teamana me donne. Quand je vois peu à peu ces dieux nationaux se réveiller en elle et s'agiter sous les voiles où les missionnaires ont cru les ensevelir. Elle sait par cœur les noms de tous les dieux de l'Olympe maori. Elle connaît leur histoire, comment ils ont créé le monde, comment ils aiment à être honorés. Au hasard des circonstances, elle m'a fait un cours complet de théologie tahitienne. Quelle religion que l'ancienne religion océanienne. Quelle merveille.
Je fis de Théamana un nu de jeune fille. Dans cette position, un rien, et elle est indécente. Cependant, je la veux ainsi. Les lignes et le mouvement m'intéressent. Alors je lui donne dans la tête un peu d'effroi. Cet effroi, il faut l'expliquer, et cela dans le caractère de la personne, une Maori. Ce peuple a de tradition une très grande peur de l'esprit des morts. Il me faut expliquer cet effroi avec le moins possible de moyens littéraires, comme autrefois on le faisait. Alors je fais ceci. La couleur, cette langue si profonde, si mystérieuse, langue du rêve. Devant la nature elle-même, c'est notre imagination qui fait le tableau. Il n'y a rien à comprendre. Tout comme dans une audition musicale. La beauté est éternelle et peut prendre 1000 formes pour s'exprimer. Pour faire neuf, il faut remonter aux sources, à l'humanité en enfance. Depuis 2 mois, j'ai dû supprimer toute dépense de nourriture. Tous les jours, du mayoré, un fruit fade qui ressemble à du pain, et un verre d'eau. Je ne peux même pas m'offrir une tasse de thé à cause de la cherté du sucre. Je supporte bravement cette situation, mais elle altère ma santé et mes yeux. Au printemps 1893, 2 ans après son arrivée à Tahiti, Gauguin décide de quitter sa compagne Théamana et de rentrer en France. Il veut revoir ses amis et sa famille, organiser des expositions à Paris de ses tableaux tahitiens et, avec l'argent ainsi gagné, revenir à Tahiti pour toujours. Quand il prend le bateau à Papeete le 4 juin 1893, il a 66 tableaux avec lui. Quand je quittais le quai au moment de prendre la mer, je regardais pour la dernière fois Théamana. Elle avait pleuré durant plusieurs nuits. Lasse maintenant et triste toujours, mais calme. Elle s'était assise sur la pierre, les jambes pendantes, effleurant de ses 2 pieds larges et solides l'eau salée. La fleur qu'elle portait auparavant à son oreille était tombée sur ses genoux, fanée. Adieu, terre hospitalière, terre délicieuse, patrie de liberté et de beauté. Je pars avec 2 ans de plus, rajeuni de 20 ans, plus barbare aussi qu'à l'arrivée, et pourtant plus instruit. En novembre, Gauguin organise chez son marchand à Paris une première exposition de 38 toiles de Tahiti, dont il en vend 11. À mon exposition de Tahiti chez Durand-Ruel, la foule puis la critique hurlèrent devant ces toiles. L'air était étouffant comme à l'approche d'un cataclysme. Ces gens ne comprennent donc rien. La vente a été pour moi nulle. En ce moment chagrin, la main royale de Stéphane Mallarmé, cordialement tendue, donne joie et force. Gauguin passe un temps dans sa Bretagne bien-aimée. Il y fait entre autres ce village breton sous la neige, tableau qu'il emmènera plus tard à Tahiti. Pendant les 2 ans qu'il passe en France, il peint plusieurs autoportraits parmi ses plus importants, dont celui-ci à la palette et au bonnet d'Astrakhan. Cette même année 1894, il fait cet autoportrait au chapeau, avec au fond du tableau le souvenir de Théamana. À Paris, Gauguin partage son existence avec une jeune mulâtresse de Java, un ancien modèle à lui.
On la connaît sous le nom d'Anna la Javanaise. L'étrange couple vit avec une guenon rouge et un perroquet. Il est par ailleurs en train d'écrire et d'illustrer avec de nombreux dessins ses souvenirs de Tahiti. Début janvier 1895, il rend visite à sa famille à Copenhague. Il ne sait pas encore qu'il voit ses enfants pour la dernière fois. J'ai pris une résolution fixe, celle de m'en aller vivre pour toujours en Océanie. Je pourrais alors finir mes jours libres et tranquilles, sans le souci du lendemain et sans l'éternelle lutte contre les imbéciles. Je suis parfaitement résigné à demeurer longtemps incompris. Je pars pour être tranquille, pour être débarrassé de l'influence de la civilisation. Quelle bête existence que l'européenne de vie. Le 3 juillet 1895, Gauguin embarque à Marseille pour Tahiti. Me voici arrivé en bonne santé. Quel changement ici depuis mon départ. Papeete, la capitale de cet Éden, Tahiti, est maintenant éclairée à l'électricité. Partout des fonctionnaires, des gendarmes qu'il faut entretenir de petits cadeaux sous peine de vexations sans nombre. En ce moment à Tahiti, grande politique. 3 îles depuis 1890 étaient en état de révolte, prétendant se gouverner elles-mêmes. La France a envoyé ici un navire, plus 150 hommes de Nouméa. Tout cela pour aller prendre de force les îles sous le vent, soi-disant en révolte. Il va falloir tirer le canon, brûler, tuer. Œuvre de civilisation à ce qu'il paraît. Je me suis fait construire une grande case tahitienne dans la campagne. C'est superbe comme exposition. À l'ombre, sur le bord de la route, et derrière moi une vue de la montagne épastrouillante. Vous voyez que je ne suis pas trop à plaindre pour le moment. Je compte bien finir mon existence ici, dans ma case parfaitement tranquille. Maintenant que je viens de terminer ma case à jour avec atelier, je commence à respirer. Et si depuis longtemps je n'ai pas touché un pinceau, je n'en ai pas moins travaillé par la pensée et par la vue. Il me reste à vous dire que Tahiti est toujours charmante, que ma nouvelle épouse se nomme Paoua, qu'elle est très débauchée, mais cela ne paraît pas, faute de point de comparaison avec la vertu. Elle est bien subtile, très savante dans sa naïveté, lève tahitienne. L'énigme réfugiée au fond de leurs yeux d'enfant me reste incommunicable. Ces lèvres après le péché, pouvant encore marcher nue, sans impudeur, conservant toute sa beauté animale comme au premier jour. Et naïvement, elle cherche dans sa mémoire le pourquoi des temps passés, des temps d'aujourd'hui. Énigmatiquement, elle vous regarde. Qui pourra affirmer la vérité de ces couleurs à cette heure, à cette minute? La couleur pure, et il faut tout lui sacrifier. De la couleur seule comme langage de l'œil qui écoute, décorant notre rêve, ouvrant une porte nouvelle sur l'infini et le mystère. L'œil qui écoute. La couleur étant en elle-même énigmatique dans les sensations qu'elle nous donne, on ne peut logiquement l'employer qu'énigmatiquement. La couleur, qui est vibration, comme la musique. Tout cela existe comme équivalent de cette grandeur, profondeur, de ce mystère de Tahiti, quand il faut l'exprimer dans une toile d'1 mètre carré. La vérité se trouve devant vos yeux,
La nature s'en porte garante. Je me sens vieillir et vite encore. À force de me priver de nourriture, mon estomac s'abîme atrocement et je maigris tous les jours. Mais il faut que je continue la lutte, toujours, toujours. Espérer, c'est presque vivre. Il me semble par moments que je suis fou. Et cependant, plus je réfléchis le soir dans mon lit, plus je crois avoir raison. Je sais depuis longtemps ce que je fais et pourquoi je le fais. Que font-nous les rêveurs, les incompris? Je suis un artiste. Je suis un grand artiste. Et je le sais. C'est parce que je le suis que j'ai tellement enduré de souffrances. Il faut avouer que nous sommes les martyrs de la peinture. Un officier va en France et emporte de moi quelques toiles bien maladroites à cause de mon état. Il y a au fond tellement d'angoisse, de souffrance que cela peut relever de la maladresse d'exécution. Avouez que ma vie est bien cruelle. J'avais fait à mon premier séjour à Tahiti des efforts inouïs. À quoi suis-je arrivé? À une défaite complète. À quoi bon envoyer ces toiles s'il y en a tant d'autres qui ne se vendent pas et font hurler? Aujourd'hui, je suis par terre, faible, à moitié usé par la lutte sans merci que j'avais entreprise. Je m'agenouille et mets de côté tout orgueil. Je ne suis rien, sinon un raté. Un conseil, ne peignez pas trop d'après nature. L'art est une abstraction. Tirez-la de la nature en rêvant devant et pensez à la création qui en résultera. La femme veut être libre, c'est son droit. Et assurément, ce n'est pas l'homme qui l'en empêche. La liberté de la chair doit exister, sinon c'est un esclavage révoltant.
Au début de l'hiver 1897, Gauguin reçoit de sa femme une lettre dans laquelle elle lui annonce la mort de leur fille Aline. Celle-ci a succombé à Copenhague d'une pneumonie à l'âge de 21 ans. Je viens de perdre ma fille. Je n'aime plus Dieu. Sa tombe est ici, tout près de moi. Mes larmes sont des fleurs vivantes. Depuis mon enfance, le malheur s'acharne sur moi. Jamais une chance, jamais une joie. Oui, à la nouvelle de la mort de cette pauvre Aline, j'ai douté de tout. J'ai voulu me tuer. Je suis parti me cacher dans la montagne où mon cadavre aurait été dévoré par les fourmis. Je n'avais pas de revolver, mais j'avais de l'arsenic. Est-ce que la dose qui était trop forte, ou bien le fait des vomissements qui ont annulé l'action du poison en le rejetant, je ne sais. Enfin, après une nuit de terribles souffrances, je suis rentré au logis. Ah, ces longues nuits sans sommeil, comme elles vieillissent. C'est donc aujourd'hui que je ressens la douleur de la mort d'Aline. Et ma maladie prend le dessus. Essentiellement nerveux, les chagrins ont maintenant pris le dessus sur le corps. Et je ne pourrai guérir à la longue qu'avec beaucoup de tranquillité. Je suis dans un état de prostration qui m'a empêché de tenir un pinceau ce mois-ci. Je n'ai rien fait. Alors j'ai voulu, avant de mourir, peindre une grande toile que j'avais en tête, et durant tout le mois, j'ai travaillé jour et nuit dans une fièvre inouïe. J'y ai mis là toute mon énergie. Une telle passion douloureuse, dans des circonstances terribles, et une vision tellement nette, sans correction, que le hâtif disparaît et que la vie en surgit. C'est une toile de 4,50 m sur 1,70 m de haut. Tout se passe au bord d'un ruisseau sous bois. Dans le fond, la mer, puis les montagnes de l'île voisine. Là-dessus, toutes les figures nues se détachent en hardis orangés. Je l'appelle « D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous » Cette grande toile en tant qu'exécution est très imparfaite. Elle a été faite en un mois, sans aucune préparation d'études préalables. Je voulais mourir, et dans cet état de désespoir, je l'ai peinte d'un seul jet. Ma grande toile a absorbé pour quelque temps toute ma vitalité. Je la regarde sans cesse, et ma foi, je vous l'avoue, je l'admire. Je crois que non seulement cette toile dépasse en valeur toutes les précédentes, mais encore que je n'en ferai jamais une meilleure, ni une semblable. Me voilà bientôt vieux, et j'ai bien peu fait en ce monde, faute de temps. J'ai toujours la crainte d'être vieux et gaga, avant d'avoir terminé ce que j'ai entrepris. Non pas que je me sente affaibli moralement. Au contraire, je me sens le cerveau solide en ce moment. Qui peut jurer du lendemain ?
Je suis de plus en plus malade. Si je ne dois plus compter guérir, la mort n'est-elle pas 100 fois préférable? Si je ne dois plus jamais peindre, moi qui n'aime plus que cela, mon cœur est vide. J'ai lu dans le Mercure la mort de Stéphane Mallarmé, et j'en ai beaucoup de chagrin. Encore un qui est mort, martyr de l'art. Sa vie est au moins aussi belle que son œuvre. Cette société est incorrigible. Ici, près de ma case, en plein silence, je rêve à des harmonies violentes dans les parfums naturels qui me grisent. Autrefois, odeur de joie que je respire dans le présent. Figure animale d'une rigidité statuaire, je ne sais quoi d'ancien, d'auguste, religieux dans le rythme de leurs gestes, dans leur immobilité rare. Dans des yeux qui rêvent la surface trouble d'une énigme insondable. Je suis à terre aujourd'hui, vaincu par la misère et surtout la maladie d'une vieillesse tout à fait prématurée. Aurais-je quelques répits pour terminer mon œuvre? Je n'ose l'espérer. Gauguin va physiquement de plus en plus mal. Il a un eczéma à la jambe qui le fait beaucoup souffrir. Il a aussi des problèmes aux yeux et au cœur. Ce sont peut-être les symptômes d'une maladie qu'on a supposé être la syphilis. Il se lève de moins en moins et écrit à un ami qu'il est sans aucune espérance. Entre-temps, son nouveau marchand à Paris, Ambroise Vollard, a commencé à lui envoyer régulièrement de l'argent, ce qui lui permet enfin de vivre sans trop de soucis matériels. Il se décide à quitter Tahiti. Le 10 septembre 1901, il part aux îles Marquises, où il arrive 2 semaines plus tard. J'en étais là lorsque je me dis qu'il était temps de filer vers un pays plus simple et avec moins de fonctionnaires. Et je songeais à faire mes malles pour aller aux Marquises, la terre promise. De ce pays, le cœur à l'aise, confiant comme une pucelle, je pris le bateau et j'arrive tranquillement à Atuana, chef-lieu de Ivaora. Tout d'abord, les nouvelles à mon arrivée furent qu'il n'y avait point de terre à louer ou à vendre, sinon à la mission, et encore. L'évêque était absent et il me fallut attendre 1 mois. Durant ce mois, j'allais, comme vous le pensez, tous les dimanches à la messe, forcé de jouer mon rôle de vrai catholique et de polémiste contre les protestants. Ma réputation était faite, et Monseigneur, sans se douter de mon hypocrisie, voulut bien me vendre un petit terrain rempli de cailloux et de brousses au prix de 650 francs. Je me mis courageusement à l'œuvre, et grâce encore à quelques hommes sous la recommandation de l'évêque, je fus installé rondement. Couper 2 superbes morceaux de bois de rose et les sculpter genre marquisien ne fut qu'un jeu pour moi. L'un représentait un diable cornu, l'autre une charmante femme, des fleurs dans les cheveux. Je suis de plus en plus heureux de ma détermination. Et je vous assure qu'au point de la peinture, c'est admirable. Des modèles, une merveille. Et j'ai déjà commencé à travailler.
Ici, la poésie se dégage toute seule. Et il suffit de se laisser aller au rêve en peignant pour la suggérer. Je demande seulement 2 années de santé et pas trop de tracas d'argent. Je sens qu'en art, j'ai raison. Mais aurais-je la force de l'exprimer d'une façon affirmative? Vous connaissez depuis longtemps ce que j'ai voulu établir. Le droit de tout oser. Sur la véranda, douce sieste, tout repose. Mes yeux voient sans comprendre l'espace devant moi. Et j'ai la sensation du sans fin dont je suis le commencement. Je suis sa marche dolente. J'ai la sensation d'un mouvement désormais perpétuel, une vie générale qui jamais ne s'éteindra. La vie, c'est à peine une division d'une seconde. En si peu de temps se préparait une éternité. Et voilà la nuit. Tout repose. Mes yeux se ferment pour voir le rêve dans l'espace infini qui fuit devant moi. Et j'ai la sensation douce de la marche dolente de mes espérances. Chez le marquisien, il y a un sens inouï de la décoration. La base en est le corps humain ou le visage. Le visage surtout. On est étonné de trouver un visage là où l'on croyait à une figure étrange, géométrique. Cet art a disparu grâce aux missionnaires. Les missionnaires ont considéré que de sculpter, décorer, c'était le fétichisme. C'était offenser le Dieu des chrétiens. Tout est là. Et les malheureux se sont soumis. Si une jeune fille ayant cueilli des fleurs fait artistement une jolie couronne et la met sur sa tête, Monseigneur se fâche. Bien des choses étranges et pittoresques ont existé autrefois. Mais aujourd'hui, il n'y a plus trace, tout a disparu. La race disparaît chaque jour, disséminée par les maladies européennes, jusqu'à la rougeole qui a atteint les grandes personnes. Bientôt, le marquisien sera incapable de monter un cocotier, incapable d'aller dans la montagne chercher les bananes sauvages qui peuvent le nourrir. Ce que ma mère était gracieuse et jolie. Quand elle mettait son costume de liménienne, elle a menti de soie couvrant le visage et ne laissant voir qu'un seul œil. Cet œil doux et si impératif, si pur et caressant. C'est si peu de choses la vie d'un homme, et il y a cependant le temps de faire de grandes choses. Morceaux de l'œuvre commune. Vous voulez savoir qui je suis? Mes œuvres ne vous suffisent-elles pas? Même en ce moment où j'écris, je ne montre que ce que je veux bien montrer. L'œuvre d'un homme, c'est l'explication de cet homme. Depuis longtemps, on me rabâche la vertu.
Je la connais, mais je ne l'aime pas. Je veux aimer et je ne peux pas. Je veux ne pas aimer et je ne peux pas. J'ai été bon quelquefois. Je ne m'en félicite pas. J'ai été méchant souvent. Je ne m'en repens pas. Comme on le voit, tout est sérieux, ridicule aussi. Les uns pleurent, les autres rient. Le christianisme ici ne comprend rien. À 11 ans, j'entrais au petit séminaire où je fis des progrès très rapides. Quant au reste, je crois que c'est là où j'ai appris dès le jeune âge à haïr l'hypocrisie, les fausses vertus, la délation, à me méfier de tout ce qui était contraire à mes instincts, mon cœur et ma raison. Mon existence aux Marquises est celle d'un solitaire, loin de la route, infirme et travaillant à son art, ne parlant pas un mot de la langue marquisienne et ne voyant que très rarement quelques Européens qui viennent dire bonjour. Souvent, il est vrai, les femmes viennent me voir un instant, mais par curiosité des photographies et dessins pendus sur les murs, et surtout pour essayer de jouer sur mon harmonium. J'ai ici aux Marquises, en outre, des cruelles souffrances que la maladie me cause. Une terrible lutte à soutenir contre administration et gendarmerie. Je suis à la veille d'être expulsé, accusé de pousser à la révolte des indigènes en leur disant quels sont leurs droits. C'est ma ruine. Je suis par terre, mais pas encore vaincu. L'Indien qui sourit dans le supplice est-il vaincu? Décidément, le sauvage est meilleur que nous. Je suis un sauvage. À ma fenêtre, ici aux Marquises, à Atoana, tout s'obscurcit. Les danses sont finies. Les douces mélodies se sont éteintes. Les cocotiers plient leur échine et leurs chevelures frisent la terre. Tout fuit. Les rochers, les arbres, les cadavres entraînés vers la mer. Le soleil revient. Les cocotiers altiers relèvent leur panache. L'homme aussi. Les grandes douleurs sont passées. La joie est revenue. La mère sourit à l'enfant. Pas plus tard que cette nuit, j'ai rêvé que j'étais mort. Et chose curieuse, c'était le moment vrai où je vivais heureux. Je ne suis pas de ceux qui médisent quand même de la vie. On a souffert, mais on a joui. Et si peu que cela soit, c'est encore de cela qu'on se souvient.
J'ai voulu en pleine nudité, sans crainte et sans honte, écrire tout cela. Pour souffrir, pour mourir, pour rire, pour vivre, pour jouir. Aux Marquises, à Toana, en janvier-février 1903. Les derniers mois de sa vie, Gauguin ne peint plus et n'écrit plus. Il est de plus en plus malade, l'eczéma à sa jambe s'est aggravé. Il continue à enrager contre l'administration française, ne paye plus ses impôts et incite les autochtones à faire de même. Il est condamné à 3 mois de prison pour avoir insulté un gendarme qui a porté plainte. Les gendarmes rédigent des rapports dans lesquels Gauguin est traité d'anarchiste, de fou dangereux et d'alcoolique invétéré. Il y est aussi question d'indigènes complètement nus qui s'assemblent chez le peintre pour se saouler au vin d'orange dans des scènes sauvages qui tourneraient à l'orgie. Tous les après-midi, vers 16h, Gauguin sort son carrosse, rattache le cheval et fait un tour dans le village et ses alentours. Il prend toujours le même itinéraire. Pendant ses promenades quotidiennes, Gauguin ne va jamais chez personne, sauf parfois au magasin Varnet où il achète son absinthe. Les dernières semaines de sa vie, Gauguin ne se lève pratiquement plus. Il souffre de plus en plus. Ses jambes sont couvertes de plaies, les pieds gonflés. Il ne boit plus que de l'alcool et prend de la morphine contre la douleur. Vers la mi-avril, il envoie encore des toiles à son marchand à Paris. Ensuite, il perd tout contact avec le monde extérieur. Les derniers jours, il se met à délirer. Il ne distingue plus le jour et la nuit. Gauguin meurt le 8 mai 1903, à 11h du matin, à l'âge de 55 ans, probablement d'une crise cardiaque. On trouve accroché à son chevalet cette toile, le village breton sous la neige, qu'il avait ramené de Paris, en souvenir sans doute d'un temps où il avait été heureux. Gauguin est enterré le lendemain au cimetière catholique du village devant quelques rares personnes. Tout a été très court. Pas de discours, quelques brèves prières, un peu d'eau bénite sur sa tombe, que 6 hommes de corvée ont rapidement fermé à cause du parfum que le corps aurait exhalé et qui n'aurait pas été des plus odorants, comme devait le dire plus tard un participant. La nouvelle de la mort de Paul Gauguin prend 3 mois pour arriver en France. Dans les nécrologies, son œuvre est louée par certains critiques d'art, vilipendée par d'autres. Ses amis le défendent.
On apprend que beaucoup de jeunes peintres l'admirent et travaillent sous son influence. Il faudra attendre 1927 pour qu'un tableau de Gauguin entre au Louvre. Il est maintenant considéré comme le premier classique de la peinture moderne. Les deux plus grands peintres du XXe siècle, Matisse et Picasso, lui doivent beaucoup, presque tout.